vivre une situation compliquée, figée, où l'on se sent démuni et où le stress, l'anxiété, la fatigue émotionnelle, ainsi que toutes les conséquences négatives qui nous guettent, font que nous ne savons plus où l'on va. Ayant vécu ce genre de situation et engrangé de nombreuses expériences et connaissances à ce sujet, notre invitée de cette entrevue, Isabelle Leroy, va nous faire découvrir ce qu'est le processus de l'alchimie. Coucou, belle communauté! Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Bonjour Isabelle. Bonjour Patricia. Merci beaucoup Isabelle de participer à cette entrevue. Merci à toi de m'avoir invitée. C'est vraiment un très bon moment que nous allons passer ensemble. J'en suis certaine. Avec plaisir. Alors Isabelle, peux-tu te présenter s'il te plaît? Classiquement, hein, je vais dire mon nom, mon prénom, même si cela est plus tellement représentatif de qui je suis aujourd'hui. Donc j'ai 53 ans, j'habite à Toulouse et depuis longtemps, je chemine, je parcours en fait un chemin intérieur. Et je me suis rencontrée avec ce processus. Et depuis quelques mois maintenant, je propose d'accompagner les gens dans ce processus-là. Qu'est-ce qui t'a amené à aborder ce projet? Les événements de la vie, les événements douloureux de la vie, je dirais, et les expériences. Je pense que j'aime bien cette phrase dans Forrest Gump qui dit « La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on tombe ». Et en fait, moi, je suis tombée sur des expériences sur des chocolats pas très agréables, mais comme tout un chacun, hein, en fait, c'est aussi le processus des expériences. Et puis, j'ai voulu me sortir de ce goût de chocolat pas très agréable. Et j'ai commencé à faire un travail sur moi, rencontrer des gens. Et puis, j'ai rencontré notamment dans mon processus, alors déjà un art thérapeute auquel je me suis formée en art-thérapie, qui m'a déjà ouvert la voie sur ce champ psychologique et de développement, on va dire, transpersonnel, assez important. Et puis, quand je suis arrivée ici à Toulouse, j'ai rencontré une femme qui pratiquait un soin alchimique. Et je crois que là, j'ai mis le pied dans le chaudron et depuis, je n'en suis pas sortie. Je dis le chaudron parce que je vais expliquer ce qu'il en est en fait. Ce processus alchimie, alors Oui. qu'est-ce que c'est et comment et pourquoi ça fonctionne dans le cadre de l'évolution personnelle? Alors, en fait, l'alchimie, en fait, ça vient de. Je vais repartir du début pour que je vais faire rapidement quand même pour que les gens comprennent. En fait, ça vient d'un mot qui s'appelle alchimia. Al, c'est le mot divinité et kémia, c'est la chimie. Et donc, c'est un mot qui est apparu en Basse-Égypte, qui vient de kémia, qui vient de Kémet. Et en fait, c'est cette terre noire. Alors, il y a plusieurs explications, mais une qui est la plus connue, c'est cette terre toute noire qui est recouverte d'alluvions par le Nil, qui va être fertile en fait aux semences que les Égyptiens plantaient autrefois. Et l'origine de cette alchimie serait un initiateur qui s'appelle Thoth ou Hermès Trismégiste, 3 fois grand. Et Thoth, c'est le dieu de la nature. Donc en fait, cette histoire d'alchimie, c'est l'histoire du vivant, du monde du vivant, et qui comporte, on va dire, 7 lois naturelles, dont une des lois naturelles qui est ce qui est dedans et dehors, ce qui est en haut et en bas. Ça veut dire que nous fonctionnons en être humain au même titre que la nature. C'est-à-dire qu'on vit des cycles naturels, on perd des cellules, on en gagne,
On est parfois en hiver, on va vers le renouveau, on est à nouveau au printemps. Et puis, en fait, on vit des cycles. Et on le voit très bien aujourd'hui. En plus, notre vie est faite que de cycles dans chacun des domaines de nos vies. Des cycles amoureux, des cycles professionnels, des cycles d'âge, etc. Donc, c'est vraiment se rapprocher de notre propre nature. Alors, pour la petite histoire encore, en fait, l'alchimie, c'est l'art des transmutations. La transmutation, c'est au-delà d'une transformation. C'est vraiment prendre une énergie et en faire une autre énergie. Et souvent, c'est pour ça que c'est confondu avec la chimie. La chimie, on a les mêmes molécules qu'on va réorganiser, alors que l'alchimie, on devient autre chose. Donc, on voit déjà un petit peu le sens par rapport au développement personnel. Et on dit que l'alchimiste, il transmute le plomb en or. Hein. Donc, de la même manière, quand on est plombé, on est tiré vers le bas et on va vers une matière qui est plus dorée, qui est plus rayonnante. Alors, il faut savoir que l'alchimie, c'est la base de toutes les connaissances. Depuis, on dit que Thoth était le congénère, je crois, on dit comme ça, de Moïse. Du coup, ça date à peu près 4-5e siècle avant Jésus-Christ. Mais peut-être c'était bien au-delà, c'est compliqué à savoir. Hein. Donc, en fait, c'était la base de toutes les connaissances et de la connaissance du monde du vivant, de l'univers. Donc, tu veux, quelque part, c'était les savants d'avant, les savants d'autrefois. Donc, ils s'intéressaient à l'astrologie, à l'astronomie, à la philosophie, aux mathématiques, aux sciences. J'ai mis en fait, on parlait de l'école des sages, et puis ensuite ça s'est transformé, l'école des mystères, l'école d'Isis, les Grecs, on les connaît, hein, Aristote, Platon, Épicure, tous ces philosophes. Plus tard, dans la Perse, on retrouve ce courant alchimique, les chrétiens, avec Jésus, qui était un alchimiste, qui était aussi un connaisseur du vivant, l'Inde, avec les tantriques, et puis plus près de nous, les chevaliers de la Rose-Croix. Voilà. Alors, on a deux voies pour être alchimique, la voie interne et la voie externe. Et en fait, c'est une double quête de soi et de la nature. Alors, quand on dit la voie externe, c'est le vrai alchimiste qui, dans son chaudron, va mettre du plomb et va chercher à transformer en matière d'or. Je vous ai mis ici quelques alchimistes, dont Paracelse, par exemple, c'était un médecin. Donc, lui, il prenait des plantes et il les transformait pour en faire des médicaments. Et les alchimistes comme moi, en fait, c'est notre matière, c'est nous, en fait, hein, notre propre matière pour se transformer. Alors, en fait, l'alchimie, elle répond à 3 questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là, en fait, hein, où c'est que je vais? Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe après la mort? Alors moi, si tu veux, la première question qui m'a intéressée, c'était qui je suis. Parce que quand on vit on va dire, des gros chocs émotionnels, à un moment, on est perdu et en fin de compte, ça nous ramène souvent à mais qui je suis au fond. Voilà. Alors, je vais arrêter de partager parce que c'était ce que je voulais vous parler de cette alchimie, en fait. Et la matière de l'alchimie, c'est notre corps et notre esprit. Voilà. Pour moi, dans ce que je pratique, en fait. Hein. Et le soin que j'ai appris, donc j'ai appris à comprendre comment on fonctionne à l'intérieur et j'ai appris aussi par cette femme qui m'a initiée, hein, c'est vraiment, on parle d'initiation là, hein, qui m'a transmis un soin physique pour la personne, voilà, avant de passer à autre chose. Ok. Et alors, tu continues ou je reprends Non. Je voulais juste D'accord. te parler qu'en fait, il y a un processus alchimique, c'est-à-dire qu'il faut suivre un processus qui, bien sûr, malgré tout, s'adapte à la personne. Hein. Mais ce processus, c'est 3 étapes. Et en fait, la première étape, c'est l'œuvre noire. Alors, on dit que c'est le chaudron. Hein. C'est là qu'on vient vraiment... tu vois d'ailleurs, on voit beaucoup d'alchimistes dans les images anciennes. Hein. Un vrai chaudron, et puis ils sont là sur le feu, on appelle ça le feu de la Tanor. Donc, je te coupe, c'est la première étape, c'est qui suis-je? C'est ça? Alors, la première étape, non. La première étape, en fait, le qui suis-je, c'est vers quoi on va, d'accord? Et
En fait, si tu veux, la dernière œuvre, on va répondre, on va savoir à la réponse. On va pouvoir avoir les réponses. Je suis trop pressée de vouloir en parler. J'oublie des mots. La première des réponses qu'on va avoir, c'est qui suis-je? On le saura à peu près à l'œuvre au blanc. Et puis ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais ici? Quel est le sens de ma vie? Et là, c'est vraiment quand on a renaquis de ses cendres avec le Sphinx, avec la dernière œuvre. Voilà. Donc la première, c'est vraiment l'œuvre noire. Et là, dans cette œuvre, elle est la plus difficile. Et ce noir fait écho avec cette terre fertile de la Basse-Égypte, où en fait, on vient planter notre graine pour pouvoir sortir quelque chose au printemps, en fait. Alors, l'alchimiste, il dit que le symbole de cette œuvre, c'est le corbeau. Alors, on dit qu'on coupe la tête du corbeau, c'est pas très drôle. Le corbeau symbolise la mort, ça veut dire qu'il faut mourir à quelque chose de soi pour pouvoir renaître plus tard. Il dit aussi, on sépare le subtil de l'épée. Alors, qu'est-ce qui est épée? Nos blocages, nos blessures, nos programmations et tout ce qui nous a empêchés en fait d'être en contact avec nous-mêmes. Hein. Donc, dans cette œuvre, c'est la plus difficile et il faut être plutôt courageux, hein, j'avoue, pour y aller parce que on est quand même dans le chaudron et puis c'est pas très agréable de vivre ça, hein, de traverser ces zones d'ombre, de traverser ces blessures. On n'a pas forcément envie d'y retourner. Et en fait, on dit que l'alchimiste dit que, alors c'est pas moi qui le dis, hein, que si tu veux, à l'origine du monde, j'aime beaucoup cette phrase, la lumière a été enfermée dedans. Ça veut dire que la lumière, elle a été enfermée dans notre corps, hein, en fait, hein, et que si tu veux, on doit percer des trous pour pouvoir commencer d'y voir clair. Et en même temps, c'est comme ça qu'on va pouvoir rayonner de plus en plus. Et en fait, Burrechtenais, qui est un alchimiste de notre époque, là, il dit perce et tu verras, percevoir, perce et tu verras. Voilà. Donc, en fait, on est dans le noir et clairement, en fait, on n'y voit pas grand-chose. Et si tu veux, en fait, on retourne la lampe sur soi pour essayer de dépatouiller, en fait, de faire le tri entre ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, dans le sens, qu'est-ce qui a été des programmations de l'enfance, qu'est-ce qui a été des programmations de l'éducation, qu'est-ce qu'on a choisi de vivre, parce que c'était comme ça, hein, on fait des choix aussi. Et puis, finalement, qui je suis. Voilà pour cette première œuvre. Elle dure plus ou moins longtemps. Si je pouvais faire un parallèle avec ceux qui connaissent le tarot de Marseille, le tarot de Marseille, alors on trouve beaucoup de chiffres, hein, dans l'alchimie qui se retrouvent, parce qu'en fait, le tarot de Marseille, ça a été aussi... c'est Fulcanelli qui a fait 21 images et on les retrouve étonnamment dans le tarot de Marseille, ces images. Tout est relié en fait. Hein. 7 x 3, 21, plus le mat qui n'a pas de numéro. Et en fait, le mat, il a son baluchon sur le dos. Je n'ai pas pris mes cartes, mais il a un chien qui lui mord les fesses et il s'en va. Et en fait, il se balade dans le tarot. Et la première des cartes du tarot, c'est le battleur. Il a une table plus ou moins bancale. En fait, il a ses propres outils. Et en fait, c'est ça le mini-instinct. Tu vois, le premier mouvement vers soi. Quoi. Et moi, j'aime bien dire que je suis le chien qui mord qui mord les fesses des gens. Il faut juste avoir une chose, c'est d'avoir le déclic. C'est-à-dire que la personne, elle a l'envie de changer. Si tu veux, je ne peux pas accompagner l'autre si lui-même, il n'a pas envie de changer. Et régulièrement, dans mes accompagnements, je dis, est-ce que tu as toujours envie de changer les choses? Voilà. C'est très important. Donc, la première œuvre, elle est plutôt difficile à passer. La seconde étape, la question que je me pose, c'est comment tu vas t'y prendre, en fin de compte, pour que l'accompagné fasse le tri, ne garde que l'essentiel justement dans cette partie-là. Dans cette partie-là,
Alors, j'ai mes techniques aussi hein, de libération. Donc, en fait, du coup, j'utilise des pratiques, on va dire, psycho-énergétiques. Hein. Le soin, du coaching, en fait, avec des exercices. Hein. Et si tu veux, il va sentir justement qu'est-ce qui lui appartient vraiment et qu'est-ce qui vient de son éducation. Voilà. Parfois, il y a encore des choses assez tenues et on est obligé d'y revenir. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce qu'on appelle les messages contraignants ou les programmations, on ne les enlève pas. On peut pas. Elles font partie quelque part de nous. Hein. C'est là-dessus qu'on s'est construit, tu vois. Mais c'est surtout de bien les avoir en conscience. L'idée, on ne va pas les enlever parce que c'est comme une défense, en fait. Tu ne l'enlèves pas, mais tu l'adoucis. Tu la mets en conscience, tu la mets en lumière. Et tu vois bien quand elle te contraint. Tu vois ce que je veux dire? La personne, elle le sent elle-même. Et moi, je le sens quand elles y reviennent. Oui, mais, je donne un exemple, des gens qui vont être dans une très grande exigence d'eux-mêmes. Parce qu'on leur a dit, tu peux toujours mieux faire. Mettons, tu as 19 et demi, oui, mais tu aurais pu avoir 20, et qui du coup sont dans une perfection, ils visent la perfection, et du coup, ils n'osent jamais entreprendre parce que c'est jamais assez parfait. Dans le discours, on repère des mots qui fait que tu dis, ah oui, il en est encore là. Donc ça, c'est aussi, je vais dire, un travail comme les, comme les philosophes tu sais, la maïotique, un questionnement maïotique en fait. Et donc, c'est moi qui suis vigilante pour me rendre compte que dans le discours, allez, la personne revient à son schéma et du coup, elle finit par s'en rendre compte toute seule. C'est pour ça que ça ne peut pas se faire. C'est pas quelque chose qui va. Tu vois, tu peux pas dire, oh, bah, tiens, je démarre un parcours alchimique et puis je mets 2 jours et puis ça y est, c'est fini. Hein. Et la dernière étape, alors, si j'ai bien compris, tu réunis le fruit des 2 premières étapes Ouais. pour aboutir à la découverte, comment on pourrait dire, de soi, quoi, en gros. Alors, la deuxième étape, on sait un peu plus ce qu'on est, parce que si tu veux, on a enlevé ce qui nous appartenait pas. La deuxième étape, alors on appelle ça l'œuvre au blanc, elle est représentée par la licorne. Donc, c'est vraiment purification, nettoyage. Et là, on dit qui tu es, qui je suis. Donc, ça, on travaille vraiment sur la personnalité. Alors là, avec des outils très simples, hein, euh, on fait de la PNL, on fait des exercices de coaching traditionnels. Là, on repart sur quelque chose de plus commun, on va dire. Et donc, la personne, elle sait, elle connaît sa personnalité. Et donc, quand elle sait qui elle est, parfois, elle se découvre, hein, elle se découvre, tu vois, sous un angle qu'elle n'avait pas vraiment vu. Et puis, je dirais, la troisième, là, elle se met, en fait, si tu veux, moi, je dis qu'il y a on est comme sur une croix d'incarnation, en fait, où tu as l'axe vertical, où en fait, tu es aligné entre tes sensations, émotions dans ton corps, avec ton esprit, avec ton âme. Tu vois, tu es comme ça, au bout de la deuxième œuvre. Et ensuite, au bout de la troisième, tu viens dans cet axe horizontal où là, tu t'ouvres vers le monde. Et avec ton unicité, avec ta spécificité, mais qu'est-ce que je peux apporter au monde qui est unique, en fait? Mais c'est pas forcément un projet loulou, hein, c'est aussi des petites choses, hein, tu vois, peut-être ça peut être simplement dans sa famille, ça peut être, alors avec son propre talent, tu vois, je veux dire, avec son talent unique, et du coup, ça porte la personne sur un sens à l'extérieur, parce que souvent on regarde ce qui nous porte. Patricia, si tu m'interroges aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui te porte. Sinon, tu serais là chez toi en train de vivre une vie, comment dirais-je, il n'y a pas tout le monde qui fait ça, qui interroge des gens sur des sujets variés. Donc, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que toi où tu as envie de faire connaître au plus grand nombre des sujets divers et variés pour s'ouvrir à autre chose. Donc, c'est ce qui te rend unique. Voilà, donc en fait, là, on dit qu'on renaît vraiment de ses cendres et du coup, on s'est pardonné, on a pardonné.
on est lavé, on est purifié. Tu vois vraiment, là, c'est le phénix, hein, le phénix qui repart vers des nouveaux projets et hop, ils repartent vers un cycle. Et moi, je suis vraiment cette spécialiste pour changer l'énergie. Tu vois, du début, on le sent bien, la personne, elle est... Moi, j'ai eu des gens, ils ne savaient plus pourquoi ils se levaient chaque matin. Pourquoi je me lève chaque matin? Et puis aujourd'hui, bah, elles sont reparties. Je veux dire, de temps en temps, j'ai des nouvelles, mais c'est bon, elles n'ont plus besoin de moi. Et par exemple, si elles repartent vers un projet professionnel différent, c'est-à-dire que si au bout du processus, elles disent, bon, bah, je vais quitter mon boulot, parce que vraiment, ce boulot-là, il ne me correspond plus du tout. Moi, je ne suis pas du tout adaptées pour leur dire quel boulot, comment faire, comment elles vont s'y prendre, quelle formation. Moi, je les oriente après vers quelqu'un qui, elle, va les prendre en charge dans la partie reconversion professionnelle, si elles veulent toujours se faire accompagner, bien sûr. Et les séances que tu proposes, est-ce que ce sont des séances individuelles ou collectives? Non, individuelles. Parce que c'est très intime. C'est très intime. Il y a des moments... si tu veux, il y a une alliance qui doit... Alors, je ne dis pas que l'alliance, elle ne se crée pas non plus. Les séances d'art-thérapie, c'est en groupe. Mais là, les séances, c'est en individuel. Ça peut quand même se faire à distance, en présentiel et à distance. Mais il y a une intimité, si tu veux, au départ, il faut se mettre dans le contexte. La personne, elle est complètement déprimée parfois, tu vois. Elle a perdu le sens, elle est hyper stressée, elle est vraiment très mal. Hein. Moi, j'ai des gens qui étaient presque au bord de vouloir finir avec la vie. Hein. Donc, si tu veux, c'est comme si je les prends dans mes bras, pas physiquement, d'abord en plus, on n'a plus le droit, mais moralement, je les entoure de tout mon amour parce qu'elles ont besoin de sentir une main, même si je suis le chien qui vient mordre la fesse, c'est quand même un petit mordillement, c'est-à-dire qu'en fait, j'y vais avec toute ma douceur et je dois les envelopper de beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, je leur dis toujours, je vous porte tout mon soutien technique et affectif pour aller vers ce renouveau. Quoi. Donc, c'est individuel. L'entrevue touche déjà à sa fin. Ah, ça a été rapide. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes actualités? Ah oui, alors une très grosse actualité, le sommet du bonheur. Donc là, ce n'est pas dans le processus alchimique, quoique, hein, on pourrait très bien l'imaginer pour la fin justement du phénix. Hein. C'est avec mon collègue Yvan Schmitt. On a créé un groupe qui s'appelle Plus de coaching, plus de bonheur. Et en fait, en fin d'année, on s'est lancé dans ce projet un petit peu gigantesque de créer un sommet virtuel sur le thème. Excuse-moi Isabelle, le groupe dont tu parles, oui. Est-ce qu'il est sur Facebook? Oui, plus de coaching, c'est sur Facebook. Facebook.com/plus de coaching tout attaché. Ok. Alors ça, c'est le groupe. Ensuite, on a www.plusdecoaching/sommet-du-bonheur. Et donc là, vous pouvez aller sur le lien pour vous inscrire. C'est gratuit. 18 conférences gratuites sur le thème de heureux chez soi comme au travail. 9 sur le cas perso, 9 pour le travail avec des spécialistes, des chercheurs, des auteurs, des coachs, des psychologues. Et puis, il y aura des lives sur le groupe Facebook. 8 lives qui ponctueront en fait les interviews qui seront diffusées au cours de la semaine. Peux-tu nous communiquer les dates, s'il te plaît? Ah oui, du 9 au 17 avril, avec clôture le 17 avril, avec tous les intervenants qui seront ensemble. Et ça sera un live et du coup, vous pourrez venir poser des questions et interviewer en direct les conférenciers. Isabelle, je souhaite t'exprimer toute ma gratitude pour cette interview bienveillante en te dédicaçant cette citation de Jean-Christophe Ruffin. Le chemin est une alchimie du temps sur l'âme. Qu'en penses-tu? Oui, alors je rajouterais que le chemin, ça me plaît énormément.
Et moi, je dis toujours, et le pèlerin qui chemine sur son chemin aussi, je lui dirais, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le chemin en lui-même. Et finalement, c'est le chemin qu'on marche qui est le plus important. Je terminerai par cette citation d'un proverbe alchimique. Visite l'intérieur de toi et en te rendant juste, tu trouveras la pierre cachée. Ah, c'est Voilà. beau. Et en fait, on est tous. L'idée, c'est qu'on est tous des diamants, on est tous des, voilà, des diamants brillants. Simplement, parfois, on ne le voit pas. Et on a juste besoin de quelqu'un pour nous faire découvrir cette pierre cachée. Quelqu'un comme toi, par exemple. J'aime mal penser. J'aime mal penser. Et surtout, je prends beaucoup de plaisir à Merci le faire. beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de joie. Merci beaucoup, 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 Merci. Isabelle. Et belle route. Merci. Si vous souhaitez à votre tour être interviewé, contactez-moi à lesentrevuesdepatoun@gmail.com.